Donc je vais appeler, évidemment, pour venir parler de ces risques émergents, Victoria Saporta, s'il vous plaît. Bachir Badou, s'il vous plaît. Martin Merlin. Sandrine Lemery. Et Pierre de Villeneuve. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous sommes dans le second atelier qui concerne les risques émergents dans le monde de l'assurance et de la réassurance. Alors, il peut paraître paradoxal de demander à un représentant du marché du Lloyd's de Londres d'être modérateur sur ce panel des risques émergents. Mais avec plus de 3 siècles d'existence, on a toujours été pionnier dans les risques nouveaux et dans les risques émergents. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle on a une certaine légitimité. Alors, c'est aussi intéressant parce que tout à l'heure, dans le panel précédent, on disait que the survival would be the most adaptable. Ce serait la survie du plus adaptable. De Londres. Donc, on a autour de la table nos 5 membres du panel. Merci. On a Dr Victoria Saporta, qui est présidente du comité exécutif de l'IAS. On a aussi Martin Merlin, qui est donc directeur de la régulation et supervision prudentielle des institutions financières. On a Sandrine Lemery, qui est première secrétaire générale adjointe à la CPR. On a Bachir Badou, qui est donc le directeur général de la FMSAR. Et donc, je remercie ces 5 représentants de leur présence de manière à pouvoir éclairer la salle sur ces questions de risques émergents. Et risques émergents aussi en corrélation, bien évidemment, avec les questions de réglementation. Et donc, c'est l'approche qui est vraiment importante que vous pourrez avoir aujourd'hui pour que vous puissiez avoir cet éclairage. Avant de donner la parole aux intervenants, moi, je vous propose quelques éléments de réflexion. Nos sociétés, et donc les citoyens, ont de plus en plus d'aversion au risque, tout en ayant une demande croissante de protection. Alors ça, c'est vrai que les technologies permettent une individualisation, on l'a vu tout à l'heure dans le précédent panel, et comme le disait Laurent Soli, le client veut de la personnalisation, c'est ce que demande le client. Mais il faut pouvoir réconcilier l'essence même de l'assurance et de la mutualisation des risques avec cette individualisation, tout en protégeant le consommateur avec une réglementation et des règles comptables adéquates. Quels sont donc ces risques émergents? Alors, ce n'est pas forcément évident de faire une liste exhaustive de ces risques émergents. Néanmoins, on pense aux nouvelles menaces issues du développement technologique, voire du développement humain, ou encore des menaces existantes dans leur fréquence ou dans leur intensité, qui ont fortement évolué. Certains de ces nouveaux risques sont aussi immatériels et dont les conséquences peuvent être assez complexes. Alors, parmi ces risques, on peut lister le risque cyber, on en a parlé déjà tout à l'heure, hein, mais pas que. Les risques liés aux nouvelles technologies, comme aux drones. Souvent, j'utilise aussi un autre terme qui est le risque des tempêtes solaires. Alors, on me dit de temps en temps, mais Guy-Antoine, qu'est-ce que tu veux dire par tempête solaire? On peut en parler si vous voulez, mais ce sont des risques nouveaux aussi qui peuvent toucher les citoyens. Les risques de développement, de la pollution ou des bactéries, et des risques même génétiques qui vont toucher les personnes en tant que telles. Donc les membres de la table vont nous permettre d'avoir un éclairage sur ces différents éléments des risques émergents. Alors, on va commencer par vous, Victoria. Could you very kindly please draw... Pourriez-vous rapidement nous donner un aperçu donc, de ces risques émergents? Merci beaucoup, Guy-Antoine, de me donner la parole. Eh bien, lorsqu'on me demande ce que sont ces risques émergents, selon moi, je parle de moi, puisque en plus d'être président du comité exécutif de l'IAS, je fais partie également d'une banque centrale. Donc, je suis toujours quelqu'un qui doit parler à des conférences, sur ce verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. À la table ronde précédente, nous avons entendu parler d'opportunités, mais en tant que régulateur, je dois parler des menaces. Donc là, je parle de la partie du verre à
moitié plein, alors que la précédente table ronde parlait du verre à moitié vide. Donc je ne vais pas parler de tous les risques auxquels nous sommes confrontés. Je vais me focaliser sur 3 de ces risques qui me semblent être extrêmement importants. Mais encore une fois, ils ne sont pas exhaustifs. Nous avons déjà abordé un certain nombre de ces risques. Je pense que, et si vous avez suivi la discussion au FMI à Washington la semaine dernière, le plus gros risque auquel le système financier est confronté, et donc le système assurantiel, est le low for long risk, les taux d'intérêt très très bas, qui donc affectent notre secteur depuis très longtemps. Donc cet environnement de taux très très bas, et ce risque ne va pas s'effacer avant longtemps, c'est tout à fait clair. Alors comment ce risque impacte les assureurs et le secteur dépend des modèles économiques, bien entendu. Et nous allons en parler plus tard dans cette conférence. Je pense qu'il y a un certain nombre de problématiques différentes pour les assureurs génériques, pour l'assurance vie, des problématiques spécifiques pour les 2 domaines. Et mon grand message pour le risque lié à l'environnement de taux très bas, que nous allons probablement garder pendant très longtemps, le grand message, je pense, auquel il faut nous préparer en tant que représentants des régulateurs et auquel les assureurs doivent être préparés pour pouvoir survivre et saisir toutes les opportunités, plutôt que de penser que magiquement les taux d'intérêt vont revenir à leur niveau précédent. Alors, un autre message lié à cela est qu'il nous faut mieux comprendre, en tant que régulateur et en tant que compagnie d'assurance, les raisons qui nous ont amenés à cet environnement de taux bas, et pour mieux comprendre quelles peuvent être les réponses. Et alors, ce que je peux vous dire est que les taux effectifs, c'est-à-dire les taux d'intérêt nominaux divisés par l'inflation, ont baissé mondialement dans les économies avancées depuis 1995. Donc, dans la mesure où les taux effectifs sont l'équivalent des rendements non ajustés du risque des investisseurs, on est sur des années très baissières, puisque ce sont des facteurs qui freinent la croissance, et la croissance, bien entendu, maintient ouvertes nos grandes économies. Donc ça, c'est un type de risque. Alors, l'autre risque est le changement climatique, qui, encore une fois, représente la partie vide du verre, puisque la gravité et la fréquence des catastrophes n'ont cessé de se multiplier. Et ceci représente des opportunités pour les assureurs génériques, et notamment les Européens, dans le régime Solvabilité 2, sont, à mon avis, particulièrement bien placés pour saisir les opportunités qui y sont liées. Mais encore une fois, ce sont des risques très, très avérés, et nous en reparlerons. Last but not least, la première table ronde en a parlé de façon intéressante et nous a parlé des opportunités et du besoin qu'ont les assureurs de s'adapter et face au changement exponentiel des technologies. Alors le côté sombre, et là, ça c'était la partie pleine du verre, mais la partie vide du verre, ce sont les cyberrisques. En 2015, Pricewaterhouse a publié un rapport indiquant que chaque jour, 100 000 incidents représentant des menaces de cybersécurité
C'était en 2015 et ce taux, ce nombre a augmenté de 40%. C'était une augmentation de 40% par rapport à 2013. Donc 40% d'augmentation en 2015 par rapport à 2013. 2013 représentant déjà une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Donc encore une fois, on pense que ces cyberrisques augmentent en nombre tous les 2 ans. Donc notre intervenante américaine à la table ronde précédente a clairement indiqué que ceci représentait des défis énormes à la fois pour les assureurs et les régulateurs. Mais je vais m'arrêter donc sur cette note plutôt positive. Merci, nous reviendrons vers vous. Risques émergents et la capacité finalement des assureurs à y faire face. Depuis ce matin, on a bien vu la diversité des risques pouvant être qualifiés de risques émergents. Soit c'est des risques nouveaux par leur nature, le cyber-risque, ça a été largement abordé ce matin, soit ce sont des risques consécutifs à des ruptures, là aussi évoquées ce matin, dans les différents environnements. Environnements géopolitiques, environnements sociétaux, environnements financiers, etc. Alors, les exemples peuvent être multiples. Il y a bien entendu l'intelligence artificielle, là aussi, ça a été largement abordé, qui va bouleverser notre environnement et donc l'ensemble de nos risques. Mais il y a des signaux beaucoup plus faibles, et j'en citerai 2 simplement à titre d'illustration. La résistance aux antibiotiques. Ça peut paraître mineur aujourd'hui, les effets seront peut-être lents, mais pour nous qui prenons des engagements à long terme, quelles seront les conséquences dans nos nombreuses années ? Autre signal, la démocratisation, le développement de l'utilisation des tests génétiques. Là aussi, les conséquences peuvent être multiples, entre autres sur les risques d'antisélection. Et pour nous qui sommes garants d'une certaine mutualité, ça peut être très, très important. Globalement, on voit bien que les risques émergents, ce sont les risques difficiles à quantifier, soit du fait de l'horizon de survenance, soit du fait de la probabilité d'occurrence, de survenance, soit du fait de l'impact en cas de survenance de chacun de ces risques. Alors, on pourrait rajouter également d'autres risques plus intangibles, auxquels d'ailleurs les compagnies d'assurance sont elles-mêmes soumises, mais toute entité peut être soumise. Ce sont les risques de réputation, surtout avec les réseaux sociaux. Chacun a bien conscience qu'une étincelle peut se propager. C'est les risques de perte de confiance financière, le syndrome Lehman. C'est le risque de business model. Là aussi, ça a été abordé ce matin avec l'intelligence artificielle, le blockchain, etc. Je pense qu'il faut classer ces risques de façon un peu différente parce qu'une bonne partie de la protection contre ces risques, c'est du domaine de la prévention, du management, de la culture d'entreprise. Mais les assureurs, bien entendu, ont un rôle également à jouer face à de tels risques. Alors, autre question, les assureurs ont-ils la capacité à offrir des services pour protéger les particuliers et les entreprises face au développement de ces risques? Alors, non pas simplement parce que je suis un optimiste, mais c'est oui, sans ambiguïté, puisque c'est le métier de base de l'assureur. Nous sommes là pour nous projeter dans le futur, nous sommes là pour prendre des engagements en tenant compte nécessairement, ça fait partie de nos réflexes, de l'ensemble des événements qui peuvent survenir et puis toucher, modifier les garanties que nous donnons. Deuxième raison de ma réponse, c'est que nous avons des capacités techniques, nous avons un savoir-faire qui s'appuie sur 2 piliers qui sont spécifiques à l'assurance. La mutualisation, d'une part, le premier pilier, la mutualisation, et la diversification. Bien entendu, surtout pour les risques nouveaux, il faut les intégrer dans un portefeuille. Et quant à la mutualisation, c'est la mutualisation entre risques et c'est la mutualisation dans le temps. Alors,
C'est important, cette spécificité de l'assurance. Je me permets d'insister, car si ceci est bel et bien pris en compte au niveau de la supervision prudentielle, malheureusement, je ne dirais pas la même chose en ce qui concerne les futures normes comptables, les normes IFRS, où on va nous demander de suivre nos risques par contrat ou famille de contrats homogènes ayant des comportements similaires et avec une capacité de mutualisation dans le temps fortement réduite. Et chacun sait bien dans nos métiers, surtout quand on prend des risques longs, que sous-estimer la mutualisation intemporelle peut conduire à des résultats totalement non pertinents et même trompeurs. Ce qui est contraire tout de même au principe de base, est-ce qu'on peut attendre d'une comptabilité? Alors, j'espère, comme tous les assureurs, qu'au niveau de l'application de ces normes, nous aurons donc une capacité à avoir un suivi non pas aussi fin, mais qui tienne compte de la nécessité que nous avons de compenser des risques, de mutualiser, et que nous aurons la capacité à faire des provisions qui n'apparaîtront pas comme étant des mises de côté indues, mais qui correspondent bel et bien à des provisions nécessaires pour jouer notre rôle de mutualisation dans le temps. Voilà ce que je peux évoquer. Merci Pierre, parce que vous remettez les choses dans le contexte que nous sommes, nous, assureurs, et dans cette maison de l'assurance. Peut-être, juste pour dire, parce que je ne voudrais pas terminer sur des demandes. C'est passionnant, hein, ce nouvel environnement. Et nous, les assureurs, nous comptons bien jouer notre rôle. Hein, c'est une évidence, mais vous l'avez compris, nous ne sommes pas les seuls en termes d'efficacité. On a bien compris. Du coup, c'est vrai que, Sandrine, depuis ce matin, la table ronde qu'on a eue ce matin, là encore maintenant, on voit que se pose la question finalement de la mutualisation, on voit que se pose la question de l'individualisation, je vais y arriver. Et en fait, vous, en tant que superviseur, quelle est votre perception de ces risques émergents par rapport à ces deux éléments, en fait, si vous permettez? Merci Guy-Antoine. Bonjour à tous. Donc effectivement, là, je prends la casquette du superviseur, donc en charge de la protection des assurés, donc de s'assurer que les assureurs tiennent leurs promesses dans la durée par rapport aux assurés. Donc on parle de risques, et on a posé question de risques émergents et de matières assurables. Donc effectivement, les grandes questions, c'est que va devenir la matière assurable à partir du moment où on connaît mieux le risque précis. Et le métier des assureurs, c'est de mettre des capitaux sur des risques mutualisables. Donc on connaît mieux le risque individuel et puis les assureurs assurent le bruit autour de ces risques individuels. Alors sur les risques émergents, je voulais juste rappeler qu'il y avait un rapport de l'OCDE de 2003 qui avait déjà listé tous ces risques émergents. Donc ça fait un moment qu'ils émergent, ces risques émergents. Alors ce dont moi je parle, c'est plutôt terrorisme, risque climatique, risque technologique, pandémie, qui sont en effet difficiles à évaluer quantitativement. Et donc mon message, c'est plutôt la réglementation prudentielle existante, Solvabilité 2 en particulier. Elle est compliquée, elle est évolutive, mais aujourd'hui, c'est une approche par les risques et donc elle permet de gérer ces risques. Donc elle ne prétend pas les mettre aujourd'hui dans la formule standard, hein, ce n'est pas le but, mais il y a cette réglementation, elle vise à développer la culture du risque et à adapter l'organisation et les comportements qui permettent de réduire ces risques, de les gérer et de les prévenir, hein, ce que disait Pierre aussi, qui sera peut-être chose de nouveau. Donc elle a renforcé les outils du contrôle pour s'assurer que les assureurs prennent bien en compte leurs risques et pas seulement, là encore, hein, ceux qui sont quantifiés dans la formule standard. Donc il y a une vraie gouvernance des risques, quelque chose qui est nouveau, particulièrement en France, imposé par la réglementation, puisque évidemment les assureurs n'ont pas attendu la réglementation, mais la réglementation l'a formalisé, donc une nouvelle gouvernance des risques avec notamment les fonctions clés et les processus de gestion des risques et d'actuariat. Il y a également l'ORSA, hein, c'est le chouchou du superviseur, l'ORSA, c'est ce qui est censé faire notre travail à notre place. Donc quand il y a un bon processus ORSA, normalement, voilà, le superviseur n'a pas besoin de vous embêter. Et donc il doit aller au-delà des analyses quantitatives imprévues par la réglementation et appréhender l'évolution des risques émergents. Donc on regarde évidemment attentivement la façon dont est constitué cet ORSA, dont l'ensemble de la gouvernance de l'entreprise s'approprie, comment il prend en charge
en particulier ces risques différents qui ne sont pas complètement modélisés aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs que certains assureurs ont mis en place des comités dédiés au suivi des risques émergents. Évidemment, on voit ça de manière très positive. Donc sur les risques de terrorisme, de cybercriminalité, la question de la cartographie des risques est très importante, hein, le dispositif de contrôle interne, et ça doit s'étendre aux prestataires externes, donc en particulier quand ceux-ci interviennent sur les systèmes d'information des assureurs. Et tout ça trouve aussi sa traduction dans la mesure du risque opérationnel ou du risque de souscription. Donc ça pour dire, SOIT2, il y a plein d'outils qui permettent d'avoir un dialogue constructif et de vérifier que les entreprises s'approprient bien ces risques et les limitent à leur appétit au risque. Donc au-delà de ces outils, il y a des questions d'information évidemment du public et de prévention. Hein, l'idéal étant non pas que l'assureur paye des sinistres, mais qui permettent aux assurés de gérer leurs risques, de vivre avec moins de risques. Et alors, dernière chose sur cet aspect de supervision, c'est effectivement des risques qui n'ont pas de frontières. Donc nous coopérons avec nos collègues étrangers, nos collègues européens, nos collègues internationaux au sein des autorités EIOPA ou IAS sur ces sujets. Alors, je voudrais donner un exemple sur le cyber-risque, parce qu'effectivement, à la CPR, on a des contrôles, on a une équipe de contrôle spécialisée sur le risque informatique, donc qui a fait des contrôles. Et puis par ailleurs, on a fait une enquête cette année en mai sur les questions de sécurité informatique. Et donc sur les principaux sujets, hein, politique de sécurité informatique, existence d'un responsable et les moyens qu'il a, les recensements des incidents et les procédures de continuité d'activité. Donc là, alors première chose, c'est que pas complètement étonnante, les entreprises ont une vue plus positive que celle que nous avions de leur dispositif. Mais on a eu 300 réponses, hein, représentant 90% du marché. Globalement, la préparation est satisfaisante. Hein. La quasi-totalité de ceux qui ont répondu ont une politique de sécurité de système d'information. 4/5 ont un responsable de la sécurité des systèmes d'information, alors qu'il n'y a pas forcément le positionnement qui lui permet d'être vraiment avoir un œil indépendant sur le système d'information, mais quand même. Et puis, il y a des pratiques de tests d'intrusion qu'on a pu constater sur la quasi-totalité aussi. Plus de 4/5 on pratique des tests d'intrusion, et puis la quasi-totalité aussi des assureurs ont un plan de continuité d'activité. Mais c'est quand même une menace, le cyber-risque, hein, une menace pas toujours clairement identifiée. Plus de 4/5 aussi des assureurs que nous avons interrogés ont été victimes de cyberattaques pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros. Donc là, des montants pas forcément considérables, ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise, et principalement par usurpation d'identité ou par logiciel malveillant. Et puis, moins des 2/3 ont un dispositif de recensement de ces incidents. Donc, ce sont les principales conclusions de cette enquête. Donc, on voit que le mouvement est en place pour contrôler ces risques, mais encore du travail, mais ça va dans le bon sens. Merci beaucoup, Sandrine. C'est vrai que c'est une enquête extrêmement intéressante. On a fait une enquête aussi assez similaire, mais on en parlera peut-être à d'autres occasions si vous voulez. Ce que je retiens, c'est vrai, vous avez tout à fait mis le doigt sur une chose qui est importante. Ces risques émergents, ils ne sont pas comme un certain nuage passant au-dessus de la France, mais ne s'arrêtant pas sur la France. Il peut être aussi sur plusieurs pays en même temps. Donc c'est une remarque que je retiens tout à fait. Alors Martin, vous, à l'Europe, en tant que décideur politique, quel défi voyez-vous par rapport à ces risques émergents, comme on vient de le décrire, avec ces deux éléments que nous avons aussi décrits tout à l'heure, s'il vous plaît, Martin? Merci. Nous voyons également l'émergence des risques qui viennent d'être évoqués. Dans ce contexte, notre premier rôle à la Commission, c'est de s'assurer qu'il y ait encore des conditions favorables à l'offre de contrats d'assurance de qualité sur le marché européen. Les attentes vis-à-vis du secteur européen, du secteur de l'assurance sont considérables. Il suffit de regarder l'augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles,
Il suffit de garder à l'esprit le contexte de vieillissement de la population. Donc nous avons besoin de garantir une bonne offre de produits d'assurance, et pour ça, il nous faut des sociétés d'assurance solides, des sociétés d'assurance qui restent compétitives. Partant de cela, il faut que nous développions à la Commission des règles qui soient adaptées aux nouveaux risques, afin d'avoir des assureurs et des assurés qui soient bien protégés. Nous pensons qu'avec Solvabilité 2, avec la directive sur la médiation en assurance, j'ajouterais même avec PRIPS, nous pensons que nous avons une base solide. Solvabilité 2 est fondée sur les risques qui sont pris par chaque organisme et constitue par conséquent une base solide, déjà très sophistiquée, afin d'appréhender les risques en général et les nouveaux risques également. Mais évidemment, on doit se poser la question de savoir si Solvabilité 2 et la manière qui est développée dans Solvabilité 2 de mesurer les risques est encore parfaitement adaptée au nouveau contexte. Alors, certaines questions se posent. Première question sur le risque opérationnel. Il est pris en compte dans Solvabilité 2, mais est-ce qu'il est pris en compte de façon suffisamment appropriée afin de tenir compte des risques cybernétiques? C'est une première question. Deuxième question, comme vous le savez, Solvabilité 2 a introduit une valorisation économique qui permet de détecter immédiatement les engagements excessifs dans un environnement de taux bas, mais on peut se poser la question de savoir si c'est suffisant, par exemple pour des organismes qui ont pris des engagements élevés depuis longtemps avant l'application de Solvabilité 2 et sachant que les taux d'intérêt vont sans doute se maintenir à des niveaux très faibles. Donc sur ces questions, comme sur d'autres, ce qui est clé pour nous, c'est d'agir et de réglementer ou de re-réglementer au bon moment. Il ne faut pas réglementer trop tard, mais il ne faut pas réglementer trop tôt non plus. Il faut d'abord bien comprendre ce qui se passe. Donc c'est vrai sur ces deux questions, c'est vrai aussi sur un autre phénomène émergent, à savoir les fintech. Les nouvelles technologies dans le domaine de l'assurance présentent de nouveaux risques, notamment dans le domaine de la protection des consommateurs, mais nous avons aussi conscience du fait que les fintech peuvent offrir des bénéfices, notamment en termes de coûts pour les consommateurs. Donc pour nous, il s'agit d'identifier les éventuels besoins d'intervention réglementaire et de savoir à quel moment il est opportun d'intervenir. On veut garantir face à ces nouveaux risques, à ces nouveaux phénomènes, la solidité du cadre prudentiel. Dans le même temps, on ne veut pas fossiliser le marché, fossiliser l'innovation et l'empêcher de se développer. Donc le potentiel des nouvelles technologies est énorme et on va s'efforcer ces prochaines années d'accompagner l'innovation de manière appropriée. Et on compte aussi sur les superviseurs afin qu'ils sachent surveiller les développements de nouveaux produits et de nous alerter sur la nécessité éventuelle de modifier la réglementation. Je termine avec un autre défi qui est d'éviter que les règles n'introduisent des effets indésirables sur le marché, sachant notamment quel rôle jouent les entreprises d'assurance en tant qu'investisseurs institutionnels. Les assureurs sont des acteurs majeurs sur les marchés de capitaux. Par conséquent, même une petite variation des règles qui leur sont applicables en matière de capital peut avoir des impacts significatifs sur le fonctionnement des marchés. C'est pourquoi nous regardons ces règles d'exigence en capital de façon très scrupuleuse. C'est pourquoi nous sommes en ce moment en train de travailler sur la question des infrastructures en particulier pour voir comment les sociétés d'assurance peuvent au mieux financer le renouvellement de nos infrastructures en Europe. Ce rôle d'investisseur institutionnel se révèle important aussi face aux risques émergents. Je pense évidemment ici au changement climatique. Nous devons trouver les moyens de financer
la production d'énergie renouvelable. Et cela va nécessiter des besoins importants en capitaux. Et nous pensons que la participation des assureurs pourrait être ici tout à fait décisive. C'est pour ça que nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas de barrière indue à l'investissement par les assureurs dans ce type de projet, favorisant une économie verte, une économie durable. Merci Martin. C'est vrai que l'assurance et la réassurance aussi jouent un rôle extrêmement, enfin jouent tous les deux un rôle important dans l'investissement, dans l'économie. Donc je comprends très bien votre propos. Bachir, c'est tout à fait appréciable de vous avoir, de vous accueillir ici. C'est vrai que ça permet aussi de parler des risques émergents au Maroc. Et vous, dans l'industrie de l'assurance, comment est-elle impliquée dans ces risques émergents au Maroc ? Écoutez, je vous remercie. Je tiens d'abord à remercier la Fédération française des assurances et Monsieur le Président, Monsieur Bernard Spitz, de nous faire l'amitié de nous inviter en tant que fédération marocaine. C'est l'expression d'une excellente interaction entre nos deux fédérations et d'une coopération exemplaire que nous nourrissons. Nous sommes un pays du Sud, mais je pense que nous sommes le pays du Sud le plus au nord du Sud. Donc, à ce titre, le Maroc ambitionne d'être un peu un trait d'union entre le sud de l'Afrique et le nord. Et je pense que cette interaction commence à prendre forme et c'est peut-être aussi un peu l'explication de ma présence aujourd'hui. Donc notre expérience devant les grands marchés que vous représentez est une expérience jeune. Hein. Je n'ai pas, je dirais, à vous apporter beaucoup ou à vous apprendre beaucoup, mais en tous les cas, nous avons une expérience jeune. Nous nous sommes engagés ces dernières années dans une réflexion avec notre superviseur. D'ailleurs, la présence des superviseurs ici a beaucoup de sens dans le même panel dans lequel je figure. Nous avons mené des discussions qui ont duré longtemps, hein, qui rappellent un peu le temps que vous avez pris pour construire Solvency 2. Donc, on a pris pratiquement 10 ans pour construire une couverture qui puisse donner aux agents économiques un filet de sécurité face aux risques émergents. Sur les risques émergents, on a essayé de scinder entre deux choses. D'abord, on a essayé de scinder entre le monde agricole, qui a un besoin qui est vraiment spécifique, qui est un besoin de protection face aux aléas climatiques. Nous sommes un continent qui n'y est pour rien dans le réchauffement climatique, mais par contre qui le subit, et qui le subit de manière violente et beaucoup plus forte, de manière beaucoup plus forte que les pays du Nord. Et donc nous avons essayé de donner aux agriculteurs un filet de sécurité en matière de grands aléas climatiques. Donc aujourd'hui, les agriculteurs marocains ont une protection assurantielle contre l'excès d'eau, contre la sécheresse, contre la grêle, contre les vents violents. C'est un programme qui a été mis en œuvre d'un commun accord avec les pouvoirs publics, puisqu'il est abondé par les pouvoirs publics. La garantie n'est pas obligatoire, mais la prime d'assurance est prise en grande partie en charge par un programme public qui est géré par le ministère de l'Agriculture. Et le programme a eu beaucoup de succès, donc il a démarré en 2011. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus d'1 million d'hectares couverts. Ça correspond à plusieurs dizaines de milliers d'agriculteurs. Nous ambitionnons d'élargir le million d'hectares à 2 millions d'hectares à échéance 2 ou 3 années à venir. De 2011 à aujourd'hui, l'année 2016 a été une année de sécheresse. En dirhams marocains, 1 milliard de dirhams d'indemnisation, donc ce n'est pas rien. Ça montre que l'assurance a du sens et qu'elle permet effectivement d'être là dans les moments difficiles. Maintenant, nous avons essayé d'aller plus loin et il y a une nouvelle loi qui vient d'être promulguée. C'est une loi qui donne une couverture, ce qu'on appelle les risques catastrophiques, qui rend obligatoire pour l'ensemble des assurés, donc ça va être une inclusion obligatoire et automatique dans l'ensemble des contrats dommages, dans les contrats de responsabilité civile, typiquement la RC automobile, typiquement la multirisque habitation, mais typiquement toutes les multirisques industriels. Donc une couverture obligatoire dans laquelle il y a des aléas climatiques, puisque nous allons couvrir les inondations. Il y a un risque émergent, malheureusement, qui fait peur à toutes nos sociétés, qui devient assez sensible, qui est le risque de terrorisme. Le Maroc est un pays qui n'est pas épargné, hein, comme un certain nombre de pays. Vous avez tous en mémoire 2011 le café Argana à Marrakech, 2007 les attentats de Casablanca, et enfin des périls qu'on ne peut peut-être pas juger comme étant émergents, mais tels que le tremblement de terre et les tsunamis, qui aujourd'hui vont être également couverts. Alors quelle est la problématique face à ces risques?
risque. La problématique majeure que nous avons trouvée dans la construction, c'est bien entendu d'abord l'évaluation statistique, les chiffres compte tenu je dirais de la probabilité d'occurrence très faible de ces risques. Il est très difficile de les quantifier, de les mesurer, et les simples calculs actuariels ne vous permettent pas d'en faire une évaluation extrêmement pertinente. Pour vous donner un exemple, les tsunamis, le dernier tsunami qu'a connu le Maroc, 1750 je crois, c'était le tremblement de terre de Lisbonne. Et lors du tremblement de terre de Lisbonne de 1745, enfin je ne connais pas la date exacte, mais je suis à quelques années près, le Maroc a été balayé par une très grande vague. Donc ce n'est pas sur un événement que nous allons construire une statistique. Je vous parlais de terrorisme sur ces 40 dernières années ou 50 dernières années, ou en tout cas sur un recul assez important, 2 événements, 2011-2007, c'est pas avec ça que nous allons construire une statistique. Et donc l'impossibilité de faire des calculs de fréquence, quand bien même on peut faire un recul dans le temps, même en revenant en arrière à 200, 300, 400 ans en arrière, on a du mal à faire cette évaluation. Et c'est là qu'entrent en jeu, bien entendu, les réassureurs internationaux. Et nous avons été agréablement surpris de voir l'appétit des réassureurs internationaux dans le programme que nous sommes en train de mettre en œuvre au Maroc. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que les assureurs étaient, et permettez-moi, mesdames et messieurs les régulateurs, nous étions un peu même plus prudents que le régulateur, puisque le régulateur voulait une couverture des risques catastrophiques et nous voulions une couverture à péril dénommé. En fait, la nuance, c'est que nous voulions que les périls soient connus. Donc aujourd'hui, c'est terrorisme, tremblement de terre, inondation, tsunami. Le superviseur voulait à péril dénommé, c'est-à-dire demain un typhon, demain un ouragan, enfin l'ensemble des périls devait rentrer dans la couverture. Et je pense que nous avons eu aussi un changement de superviseur, et avec le nouveau superviseur, on a eu, je dirais, beaucoup plus de facilité à nous entendre sur l'étendue de la garantie et de la couverture. Bien entendu, il y a un certain nombre de limitations, de limitations par événement, de limitations par année d'assurance, de limitations par unité assurée, pour pouvoir rendre ce système, je dirais, assurable. Il y avait un préalable de départ, c'est que l'État, les pouvoirs publics nous ont dit, écoutez, nous voulons construire un système, mais dans lequel nous voulons mettre 0 centime dans le système. C'est-à-dire, ça doit être un système assurantiel à 100%, dans lequel l'État n'intervient pas. L'État nous donne une seule chose, elle donne au réassureur national, qui va réassurer avant d'aller vers la réassurance internationale, l'État va lui donner une garantie qui joue dans 2 cas. Le premier cas dans lequel joue la garantie, c'est en cas de défaillance du réassureur international au moment du sinistre. Et deuxième cas dans lequel va jouer cette garantie, c'est dans le cas où on est dans l'incapacité de trouver un réassureur international qui veuille bien couvrir le risque. Donc, bien entendu, l'État est en risque, mais le risque étant assez minime, puisque la couverture est assez maîtrisée. Alors aujourd'hui, peut-être 2 ou 3 derniers mots avant de conclure. Ce qui est intéressant à voir, c'est que l'expérience Maroc est en train d'être partagée avec un certain nombre d'homologues africains. Certains pays africains sont extrêmement intéressés par le dispositif de couverture des risques agricoles que nous avons mis en place depuis 2011. Nous sommes déjà signataires avec un certain nombre de pays d'accord. Mon président qui était là ce matin se rend dans une délégation royale qui doit aller au Rwanda et au Mozambique dès demain. Et avec nos homologues du Rwanda, avec nos homologues de la Tanzanie, pas du Mozambique, de la Tanzanie, nous allons signer aussi des accords pour les aider à réfléchir et à mettre en place ce type de couverture. Aujourd'hui, l'Afrique, et ça sera mon mot de conclusion, je l'ai dit en introduction, je le dis en conclusion, et on reviendra tout à l'heure sur la COP22 et les risques climatiques. L'Afrique aujourd'hui est extrêmement vulnérable. Le changement climatique est beaucoup ressenti dans un certain nombre de pays. Il est ressenti dans les 2 extrêmes. L'un des extrêmes étant la sécheresse, l'autre extrême étant les inondations. Et il est très important de pouvoir, dans le cadre de ce risque émergent, de pouvoir accompagner ces pays-là. Et on compte énormément sur la coopération, notamment par exemple celle que nous entretenons avec nos amis de la FFA, avec lesquels nous nous sommes mis d'accord d'essayer aussi de regarder l'expérience française de très près pour essayer d'éviter des erreurs. Parce que vous avez certainement commis des erreurs, vous les avez corrigées. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'observer ce que vous avez fait et de ne prendre que les réussites et laisser de côté ce qui n'a pas marché. Merci. Merci Bachir, si vous permettez, je ne vais pas me prononcer sur cette question-là. Qu'on pourrait prendre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre une question, s'il y a une question dans la salle? Non?
Oui, d'accord. Donc, la question est la suivante. Vous la voyez sur votre écran. Regulation is today considered as an emerging risk in most businesses, sometimes preventing innovation. Could it instead support insurers in facing emerging risks? Do you want to... Oui, voulez-vous commenter? Oui, je pense que Martin avait bien signalé et bien décrit, qualifié auparavant. Les régulateurs ne devraient pas empêcher l'innovation qui serait pertinent pour le business model ou pour les consommateurs. Ce n'est pas leur rôle. En même temps, si l'innovation pose des menaces émergentes, c'est important d'assumer un rôle, de les regarder, de trouver un équilibre entre les deux. Comme il a été dit lors du précédent panel, il y a beaucoup d'innovations qui se déroulent par le biais de la technologie et des challenges technologiques. Et comme il a déjà été dit, dans de nombreux marchés, on a des projets concertés avec le régulateur dans des zones de test, dans des bacs à sable. Et lors du précédent panel, celui qu'on utilise du Royaume-Uni, ça ne vient pas de la Banque d'Angleterre, ça vient en fait de l'autorité de conduite financière. Nous avons un autre pour les systèmes de compensation. Et il y a d'autres aussi qui se trouvent à Singapour, par exemple. Et c'est un excellent moyen d'apprendre des uns et des autres sans tuer l'innovation. Mais en réalité, il s'agit de trouver un équilibre pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais nous avons des rôles différents. Vous faites des bénéfices dans votre poste. Nous devons regarder les risques et protéger les assurés. Nos objectifs sont différents, mais nous allons travailler ensemble. Mais à un moment ou à un autre, il y aura des conflits. Est-ce que je peux vous demander de développer un petit peu, Victorien, sur ces menaces dont vous avez parlé? Car vous avez parlé d'abord des risques de changement climatique dans votre première partie de votre exposé. Oui, en effet, sur la tarification basse, au moins selon notre expérience, et bien sûr, j'ai une plus grande expérience de régulateur britannique, mais aussi sur la base des analyses de l'AIS, quel est en fait un environnement de taux bas? Qu'est-ce qu'il va faire aux motivations des assureurs d'ailleurs? Et ça est très important. Et ce qu'on a observé au Royaume-Uni, c'est qu'il y a eu un changement, pas particulièrement important, mais un changement de fond vers des investissements liquides, non liquides, tels que l'infrastructure, l'immobilier, et sur le plan macroéconomique pourrait être une très très bonne nouvelle. Comme il a déjà été dit, cela serait que du bon sens que pour un secteur qui détient des actifs liquides, de détenir les actifs non liquides. Mais cela pose des challenges pour les régulateurs, car nous savons que les actifs disponibles sont disponibles justement parce qu'il n'y a pas de valeur de marché, et cela pose un problème ou des challenges d'évaluation, de valorisation. Et pour les régulateurs, il faut assurer une certaine concordance dans le cadre cadre régulateur. Et nous avons vu aussi un changement important depuis un certain temps qui se rattache au fait qu'au Royaume-Uni, et en plus au Royaume-Uni beaucoup plus longtemps, mais en Europe, il y a un système de consistance de régime du marché. Quand on voit avec ce régime cohérent de marché et ces taux bas qui va
de loin, s'éloignant de l'assurance traditionnelle, où l'assureur regarde son bilan et cherche les produits ou les activités en unité de compte. Et cela est pour moi une question très importante. Car est-ce que nous voyons de plus en plus le rôle des assureurs qui est non seulement concurrent avec les entreprises technologiques, mais aussi avec les gestionnaires d'actifs? Et si c'est le cas, quelle est la ventilation et la distribution de leur rôle sur le changement climatique, histoire de renforcer quelques commentaires faits par mes collègues ici, sur ce panel, mais aussi lors du précédent panel. Je pense que nous sommes confrontés au risque en tant qu'assureurs, mais nous nous sommes très très bien sortis quand on regardait les risques naturels traditionnels, en les développant, en les comprenant, par le biais de modèles et de modélisation très sophistiqués. Mais avec le changement climatique, cela est une opportunité d'utiliser ces fameux modèles pour tarifier ce genre de risque. Sinon, nous risquons d'avoir des risques que nous ne pouvons plus assurer, où le secteur public joue un rôle de plus en plus important, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle pour le secteur privé. Et enfin, d'un point de vue actif, concernant ce que peut faire le changement climatique, c'est en allant vers une économie à carbone réduite, les assureurs doivent comprendre si ils détiennent des actifs, surtout les assureurs vie, qui ne pourraient ne pas être entièrement cohérents avec ces risques de carbone réduite. Et ce que cela veut dire pour l'avenir, quand on va vers le côté actif du bilan et comprendre les risques de cette nouvelle économie. Et là, le Conseil de stabilité financière, c'est en fait l'instance qui va donner les normes en général, qui va fixer des normes pour la divulgation et la publication. Voilà où je m'arrête pour l'instant. Merci beaucoup, Victoria, parce que vous avez parlé de cette économie de carbone réduite. Et donc, je reviens à vous, Bachir. C'est la question de COP22. Voilà, COP21 s'est déroulé ici avec grand succès. La COP22 maintenant est chez vous. Finalement, pour vous, la participation de l'assurance et de l'assurance, en deux mots, parce que le temps est en train de tourner, en deux mots, Bachir, comment est-ce que vous la décririez, la participation de l'industrie de l'assurance par rapport à cette COP22? Écoutez, je ne parlerai pas de la COP22 et de sa portée internationale. Je parlerai de la COP22 comme opportunité pour nous, assureurs marocains, pour ce que nous pouvons faire et apporter, et peut-être donner un exemple aussi petit soit le Maroc, qui puisse être une force de proposition. Nous avons choisi avec le secteur financier marocain de faire de cette COP22 une COP de financement de l'économie verte, et de faire en sorte à ce que le secteur financier puisse être une force de proposition et d'accompagnement dans les éléments qui peuvent permettre le financement d'un certain nombre de projets verts. Il y a un groupe de travail qui a été constitué, qui est piloté par le président de la commission scientifique de la COP22. Je suis personnellement membre de cette commission. Cette commission s'appelle le groupe Finance-Climat. Et dans le cadre du groupe Finance-Climat, le secteur de l'assurance avec son régulateur, tout comme les banques avec la Banque centrale, tout comme l'autorité des marchés des capitaux et puis un certain nombre d'autres acteurs, nous nous sommes engagés de manière écrite, formalisée, vis-à-vis de notre gouvernement pour soutenir par exemple les projets d'énergie verte, les projets d'énergie verte. Très rapidement, nous avons par exemple au Maroc aujourd'hui la plus grande centrale solaire, la centrale Nour, vous en avez peut-être entendu parler. On développe énormément tout ce qui est énergie renouvelable. On ambitionne de produire 42% de notre énergie à horizon très court terme via les énergies renouvelables. Alors typiquement, ce qu'on souhaite faire, c'est créer par exemple des produits d'épargne retraite verts. On souhaite également investir dans des fonds à portée, je dirais, à portée écologique entre guillemets. Pour cela, il faut un véritable écosystème et ce groupe Finance Climat est là justement pour mettre en place cet écosystème. Alors cet écosystème commence à produire de l'effet puisque 2 banques marocaines émettent dans les 15 jours qui viennent des green bonds. L'État marocain est en train aussi de préparer une émission
Et les régulateurs sont en train de réfléchir sur un cadre approprié, notamment de labellisation. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds vert? Parce que demain, on s'adressera à des clients, au grand public, en disant à un client, écoute, je te vends un produit d'épargne retraite et l'épargne ira dans des fonds verts. Il faut qu'on soit certain que ces fonds sont labellisés, qu'on s'entende sur cette définition de qu'est-ce qui est vert et de qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est clair que c'est extrêmement ambitieux. On aurait souhaité être une force de proposition au niveau international. J'ai moi-même contacté notre ami Dirk Kempthorne, qui est actuellement président de la Global Federation of Insurance Association, pour essayer d'ouvrir un groupe de travail international pour que les assureurs au niveau international puissent avoir un engagement très très fort. Et le but étant bien entendu que les assureurs puissent participer de manière active à l'atténuation des effets du réchauffement climatique. Merci beaucoup, Bachir. Je sais, Martin, que vous avez des contraintes horaires, donc je vais vous passer la parole. Justement, vous parliez tout à l'heure d'investissement. C'est vrai que quand on parlait tous les deux ensemble tout à l'heure, vous parliez que vous étiez plus évidemment sur les banques que sur les assurances. Mais comment est-ce que vous agissez pour relever ces défis pour nous, le monde de l'assurance ? On essaye de se positionner au mieux afin de comprendre les phénomènes nouveaux et afin d'être capable de réagir. Deux exemples. D'abord, dans le domaine des fintech, nous sommes en train de mettre sur pied, et je pense que ça a été dit par le vice-président ce matin, une task force au sein de la commission afin de bien comprendre les opportunités que les fintech peuvent offrir, et aussi les risques que ce secteur peut soulever. Et on va essayer d'obtenir avec cette task force une expertise de qualité, notamment sur des sujets comme le big data ou les cyber-risques. Et j'ajoute que sur l'innovation en général, nous allons publier, sans doute en janvier, un plan d'action sur les services financiers de détail. Et un des volets principaux de ce plan d'action va porter sur l'innovation, sur les fintech, afin de voir comment on peut, dans certains domaines, améliorer le cadre réglementaire pour trouver ce bon équilibre entre sécurité et innovation. Autre exemple, dans le domaine de la finance verte, de la finance durable, nous sommes en train de mettre sur pied un groupe d'experts à haut niveau qui va essayer dont le but sera de nous aider à développer une stratégie dans ce domaine afin de bien déterminer comment on peut accompagner la transition entre les investissements actuels et les investissements futurs dans des projets qui permettent de limiter le changement climatique. Je termine en rappelant évidemment qu'on garde notre réglementation constamment à l'œil, qu'on est prêt à l'ajuster quand c'est nécessaire. Comme vous le savez, nous avons des clauses de revue relatives à toutes nos législations. On va revoir l'acte délégué Solvabilité 2 en 2018. On est prêt parfois à agir plus rapidement quand c'est nécessaire. Par exemple, dans le domaine des investissements en infrastructure, nous avons déjà modifié l'acte délégué et on va le faire encore prochainement. Et nous avons aussi initié un grand appel à témoignages, un call for evidence sur la législation financière dans son ensemble, afin d'identifier ce qui peut être modifié, afin de permettre aux différents secteurs financiers d'être plus performants face aux défis dont nous parlons aujourd'hui. Et nous allons publier le mois prochain les conclusions politiques qu'on tire de cet appel à témoignages, et ça pourra donner lieu là aussi à certains aménagements de notre législation. Vous parlez d'aménagement, vous parlez d'évolution de la réglementation. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux éléments un petit peu plus concrets de ce à quoi vous pensez? C'était possible, Martin? C'est parfois un petit peu tôt, mais il y a tout ce qui est développement des marchés de capitaux dans l'Union européenne. C'est un plan très important pour la Commission. On veut développer davantage et intégrer davantage nos marchés de capitaux afin de répondre au durcissement de la réglementation bancaire. Ça, c'est une priorité pour la Commission.
Et on va voir s'il y a certains aspects prudentiels dans le domaine de l'assurance, mais aussi ailleurs, qui pourraient être modifiés afin de permettre de développer ces marchés de capitaux dont nous avons besoin. Un exemple qui est pertinent dans le domaine de l'assurance, ou en tout cas qui est très proche de l'assurance, c'est celui des pensions privées. Nous voudrions développer, pour répondre notamment à la question du vieillissement de la population, un cadre européen sur les retraites individuelles, afin de faire émerger en Europe un produit simple, dont les droits seraient aisément portables d'un pays à l'autre, et qui pourrait idéalement bénéficier d'avantages fiscaux. Donc ça nous permettrait de répondre partiellement, de contribuer à répondre au vieillissement de la population. Ça permettrait aussi de développer ce secteur en Europe, ce qui devrait permettre de développer nos marchés de capitaux. Merci beaucoup, Martin, pour ces précisions complémentaires. C'est tout à fait appréciable. Sandrine, on a beaucoup parlé ce matin des différentes technologies. On a entendu Laurent Soli qui parlait de partenariat. J'ai beaucoup entendu parler de partenariat. D'ailleurs, dans les questions, finalement, c'était 60% qui disaient que ce sera probablement une question de partenariat entre assureurs et autres. Comment vous partagez votre vision par rapport à ces questions-là? Vous avez parlé tout à l'heure de cyber, vous avez parlé de fintech, etc. Mais avant de reprendre ça, ces questions de partenariat, comment vous voyez ça? Donc comment sur l'émergence des partenariats avec les GAFA. Donc ce qu'on voit effectivement, ce sont les pratiques d'accès à du big data de la part des assureurs, grâce à Internet, grâce aux objets connectés. Donc ça soulève... au-delà de la question du partenariat, c'est une question plus générale des nouvelles pratiques qui soulèvent des questions de démutualisation dont on a parlé un peu déjà, ou d'exclusion. Donc nous, dans notre mission de protection de l'assuré, protection de la clientèle, la plus particulièrement, la question c'est est-ce qu'on ne va pas exclure de l'assurance certains assurés dont le coût des garanties va être trop élevé? Donc comment on fait face à ça? Et puis les assurés les plus vulnérables. Donc la question de la protection des consommateurs. Avec notre partenaire, l'autorité des marchés financiers, on contrôle les nouvelles pratiques commerciales. Et ce qu'on voit, c'est que souvent on s'intéresse beaucoup à la phase de marketing des produits et moins à la phase de recueil d'informations. Donc là aussi, il faut vérifier que l'information elle est recueillie dans des conditions correctes. Et puis ensuite, les phases de vie du contrat qui sont très importantes, d'accès aux réclamations, aux médiations. Moi, je prends un exemple qui n'est pas de l'assurance, mais j'ai acheté une carte SIM pour ma fille. Acheter une carte SIM pour ma fille en ligne, c'est très facile, elle arrive par la poste. Pour résilier le contrat, c'est beaucoup plus compliqué. L'assurance, c'est pareil, je prends mon téléphone, tout à coup, je me retrouve assurée 4 fois pour le même risque. Mais non, bien sûr. Mais si je veux résilier mon contrat, si je veux me plaindre, si j'ai un problème, c'est plus difficile. Donc la vie du contrat, elle est essentielle. Et donc le côté service derrière qui est très très important dans le côté de l'assurance. Si du coup si on veut parler de fintech, parce que tout à l'heure on a aussi dit de comment est-ce qu'on accompagne l'innovation. Là du coup je réponds à une autre question qui est sur les fintech et l'accompagnement de l'innovation, donc qui est un sujet un peu différent. À la CPR, on a mis en place un guichet unique pour les entreprises fintech. Donc on le fait en commun avec l'autorité des marchés financiers. Donc l'idée c'est d'avoir... alors nous, on n'est pas dans la sandbox, on est dans la soundbox. Donc c'est une approche proportionnée. Effectivement, si on parle d'assurance, effectivement, on ne va pas donner un agrément ou laisser l'assurance faire de l'assurance sans agrément et puis après, tout à coup, à un seuil, dire là maintenant, ça y est, vous êtes agréé et pof, d'un coup, la marche est énorme. Donc on est dans l'accompagnement et on est en train d'essayer de définir une approche proportionnée
pour l'assurance, alors après, la pratique aujourd'hui, on voit moins de projets assurance d'ailleurs que de projets de moyens de paiement qui sont très développés ou de start-up qui offrent des services en rapport avec l'assurance, moins aussi d'établissements de crédit, mais ça commence. Donc sur l'assurance, on commence à voir des choses et donc on a cette approche on essaie de développer cette approche proportionnée, qui est une révolution aussi pour nous, parce qu'effectivement, le côté d'agréer un établissement, c'est un moment où, en général, on demande beaucoup plus que ce qu'il faudrait pour être un peu tranquille après. Et ce qu'il faut, c'est au contraire, c'est demander juste le nécessaire et puis accompagner la montée en puissance de ces acteurs. Oui, Sandrine, je continue avec vous, si vous permettez. Parce que c'est vrai que ce matin, c'était parmi les questions qui étaient posées et parmi ce qui a été dit, on a souvent relevé ça, ce risque aussi d'avoir des gens qui soient exclus, finalement, ou d'avoir une tarification qui est tellement individualisée qu'on est loin de la mutualisation. Quel est votre point de vue Alors, c'est un peu ce que j'avais commencé à dire sur effectivement l'exclusion. C'est effectivement, enfin, pour l'instant, on le constate pas. Donc c'est quelque chose il faut essayer d'anticiper. C'est pas forcément une réponse réglementaire qu'il faut avoir. Et donc du coup, nous on vient après et c'est plus au marché de s'adapter à ça. Sur la démutualisation, effectivement, aujourd'hui, l'assurance comprend une part importante de solidarité d'une certaine manière, puisque les gens payent. Et c'est pratique, on paye un tarif qui n'est pas forcément son tarif, et puis ce faisant, on paye un peu le tarif des autres, ou au contraire, on reçoit un tarif des autres, ou on paye trop cher en assurance santé quand on est plus jeune ou mieux portant, mais on sait que ça peut durer. Donc ça, c'est cette question-là. Mais derrière, l'assurance, c'est d'assurer le risque et d'assurer le risque avec un aléa. Le risque est sûr d'arriver, c'est pas forcément un mécanisme d'assurance. Donc il s'agit de passer justement, de ce modèle avec des tarifs un peu standardisés à des tarifs, une approche personnalisée. Et puis, alors après, c'est quelque chose qui nous concerne moins les régulateurs, les superviseurs, parce que nous, ce qu'on supervise, c'est la façon de gérer les risques, mais c'est tout le service qui va avec et qui peut être vendu, qui fait que l'assuré, qu'il soit entreprise ou personne ou consommateur, a intérêt à souscrire ce service d'assurance, parce que ce que les gens veulent, c'est en effet pas être assuré, c'est être. Ils veulent pas que la voiture soit assurée. Ils veulent aller quelque part et quels que soient les événements. Donc, faut changer cette approche et l'approche du métier de l'assureur de base supervisé, qui me concerne moi en tant que superviseur, elle peut en effet changer. Mais effectivement, tout le reste peut également évoluer pour permettre de continuer à avoir des risques qui soient couverts par des assureurs. Je crois que Sandrine, c'est très bien, ça permet de faire une excellente transition par rapport à Pierre. Pierre, donc concrètement, vous, BNP à Cardiff, comment vous voyez d'abord ce que vient de dire Sandrine, et après ça, comment vous gérez les risques émergents? Je pense que par rapport à ce que vient de dire Sandrine, est-ce que vous pourriez peut-être réagir aussi? Au niveau de la mutualisation et de la personnalisation, il y a un choix de société. Donc c'est très important. Il faut bien, quand on prend une mesure, quelle qu'elle soit, se préoccuper des conséquences de la décision que l'on prend. C'est surtout ça que je veux dire, en sachant que nous, assureurs, nous nous adapterons. Mais on sous-estime, quand on prend les décisions, souvent les conséquences de ces décisions. En ce qui concerne maintenant, de façon très concrète, comment nous appréhendons donc les risques émergents. Première étape, et ce n'est pas la moins importante, c'est bien entendu l'identification de ces risques. Nous faisons partie des sociétés ayant constitué une équipe, petite équipe spécifique, ayant cette mission. Elle ne travaille pas en vase clos, ça va de soi, il faut être très ouvert. Elle travaille avec des échanges nourris avec les experts de la maison, avec les états-majors en Asie, en Amérique latine, là où nous avons des implantations nombreuses, avec le monde académique, avec des chercheurs, et puis tout dépend effectivement des risques faisant l'objet de nos interrogations. C'est tellement important pour nous l'identification que nous avons même tenu un séminaire spécifique d'une journée avec tous les membres de notre comité exécutif, piloté
par les enseignants, donc chercheurs de l'ISFA de Lyon. Ça montre à quel point cette étape nous paraît être absolument importante. Deuxième étape, c'est bien entendu l'étude des risques que l'on a considérés comme étant prioritaires. Ça pose le problème de l'accès aux données, surtout pour ces risques émergents. Là, c'est l'occasion pour moi de dire que l'on peut progresser dans le partage des données entre le secteur public et le secteur privé, puisqu'il est indispensable d'obtenir des statistiques en nombre suffisant pour pouvoir se lancer dans la couverture. Et individuellement, les compagnies d'assurance ont quelques difficultés à le faire, alors que de temps en temps, des bases existent par ailleurs. Je souligne justement le cas tout à fait exemplaire en Europe et en France sur le suivi de la pollution de l'air, sur la résistance aux antibiotiques que j'ai évoqué tout à l'heure. Malheureusement, cet exemple n'est guère répandu et je pense qu'on peut progresser surtout au niveau des statistiques médicales en prenant des précautions sur la vie privée, comme ça a été largement évoqué tout à fait ce matin. En ce qui concerne les calculs, vous voyez bien qu'on a surtout recours à des stress tests, puisqu'il faut absolument qu'on intègre ces nouveaux risques dans la dynamique croissante de la compagnie d'assurance, alors que la plupart de nos modèles travaillent en run-off sur les situations existantes. Ayant fait ces études, premier réflexe, c'est de voir dans quelle mesure on peut nous-mêmes être protégés pour savoir le degré de protection qu'on peut apporter à nos propres clients. Alors, on peut tôt ou tard accéder à des marchés financiers, mais là, il faut déjà une certaine maturité. Sinon, naturellement, on a recours donc aux réassureurs qui, eux, ont ce regard mondial et peuvent compenser les risques, jouer la mutualisation. Et c'est un exemple très concret. Quand on a fait des études sur la pandémie, ça a été également évoqué, eh bien, nous sommes aperçus qu'il y avait des épisodes de pandémie de plus en plus importantes qui se multipliaient. Et donc, nous avons décidé de nous couvrir contre la pandémie dans plusieurs pays, dont la France, le Japon, dans différents pays très spécifiques. Ayant fait cette étude, bien entendu, le travail, c'est d'offrir des protections à nos clients. Alors là, ça dépend tout, effectivement, donc des produits, mais le concept de base, c'est de toujours intégrer ces nouveaux risques dans une gestion de portefeuille, avec cohabitation d'un risque nouveau suivi en laboratoire, avec d'autres risques que nous maîtrisons bien, de façon à pouvoir compenser et avoir un dosage de mauvaises surprises qui soit tout à fait acceptable par rapport à notre risk appetite. Ayant fait cela, bien entendu, il y a le suivi. Alors là, je serai très bref, puisqu'il y a des statistiques qu'il faut constituer, mais ce qui est le plus important, et je soulignerai, c'est de bien suivre le contexte dans lequel ces nouveaux risques se situent. Car le contexte est tout aussi important que le risque en lui-même, pour pouvoir bien interpréter ces nouveaux risques que l'on connaît mal. Globalement, en résumé, vous voyez qu'il faut, dès lors qu'on s'intéresse aux risques émergents, et tout assureur doit s'intéresser à ces risques émergents parce que c'est l'avenir, eh bien, il nous faut une organisation adéquate qui s'appuie sur des équipes tout à fait curieuses, réactives. Et quand je dis ces équipes, ce n'est pas uniquement les équipes de risque. Non, c'est tous les managers. Moi, je considère que les managers de notre compagnie d'assurance doivent avoir comme obligation, dans leur responsabilité, de détecter tous les aspects qui pourraient demain remettre en cause ou modifier leur business model. Et ceci, soit à des fins de protection, soit à des fins de développement. Merci Pierre. En fait, vous avez prononcé une chose aussi. J'allais vous poser la question, mais vous en avez parlé par vous-même. Donc du coup, je vais pouvoir rebondir là-dessus. Parce que nous sommes à la FFA et donc la FFA inclut aussi les réassureurs. Et donc, quel rôle vous voyez pour la réassurance dans ces questions de risques émergents ? Alors, on l'a souvent évoqué ce matin, y compris pour nous, assureurs, on a une notion de service de plus en plus important, surtout dans le nouveau contexte dans lequel nous nous situons, et il va de soi, et les réassureurs le font bien, ils ont un rôle de service qui est absolument capital, puisque les risques émergents ne peuvent pas être vus de façon isolée dans notre tour d'ivoire, mais c'est quelque chose que l'on peut apprécier par échange, et les réassureurs ont ce recul mondial qui nous est particulièrement efficace. Donc s'ils sont dynamiques, nous serons nous-mêmes assureurs dynamiques. Et la réglementation, réglementaire, comment vous voyez le rôle de la réassurance aussi, peut-être ?
Alors, bon, la réassurance, donc effectivement, a un rôle important à jouer. Au niveau international, on essaye de regarder effectivement l'importance des risques pris par les réassureurs et est-ce qu'il y a un risque systémique sur ces réassureurs, donc qui est toujours une question ouverte. Donc effectivement, la réassurance sont des... traditionnellement, la réassurance, c'est plus de prendre en amont les risques et puis après de les gérer dans la durée en reprenant, en rechangeant le tarif, on va dire, l'année d'après. Donc effectivement, ces risques émergents aujourd'hui font changer un peu ça, notamment sur des risques très longs comme le risque de vieillissement, enfin le risque de longévité, qui est une opportunité, mais qui est également un risque effectivement sur des contrats de type des rentes. Donc on voit ça aussi pas mal au niveau international, puisque les réassureurs sont essentiellement des acteurs internationaux. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart des rassureurs ont leur propre façon d'estimer ces risques. Alors pas seulement rétrospectivement en effet, mais effectivement de manière forward-looking, en regardant le futur. Mais évidemment, ils ont un rôle de premier plan sur la partie que les assureurs ne gardent pas pour eux. Oui, peut-être plus rajouter le choix des réassureurs. Il se fait sur 2 critères. Le premier, c'est bien entendu la compétence qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont sur le risque qui nous intéresse. Ça, c'est absolument fondamental. Et puis, leur intérêt à long terme de pouvoir nous accompagner au niveau de ces risques, parce que ce n'est pas tout de faire une opération, qu'il faut-il, comme j'ai dit, de toute façon le suivre, parce que c'est une notion de gestion de portefeuille. Puis le deuxième aspect, c'est le risque de contrepartie, où là, il faut qu'on soit nécessairement très, très vigilant. Victor, do you want to say a word on reinsurance? Voulez-vous dire quelque chose sur la réassurance? Eh bien, je vais prendre ma casquette de l'IAIS. À l'IAIS, nous suivons la réassurance depuis très longtemps, notamment dans le contexte, enfin dans de nombreux contextes en fait, mais le contexte qui a été le plus suivi, je dirais, est le risque systémique et le lien avec la stabilité financière. Donc le lien des réassureurs, enfin l'impact des réassureurs sur le risque systémique et la stabilité financière. La façon dont nous percevons la réassurance, et nous avons publié des rapports dans ce domaine, et que le risque des réassureurs peut être considéré comme systémique par rapport au reste du système dans des canaux similaires à des canaux utilisés par les assureurs directs. Donc là, nous parlons de liens, de relations avec le reste du système, par exemple, avec les dérivés, avec les marchés capitaux, le risque que peut représenter donc les réassureurs dans le processus de liquidation, un certain nombre de processus en matière de défaillance, et lorsque une activité critique de réassureur n'a pas pu être remplacée, et donc ce réassureur aurait donc un impact systémique. Donc nous ne faisons pas la distinction entre les canaux par lesquels un assureur en direct et un réassureur peuvent être considérés comme systémiques. Ce que nous avons fait récemment est que nous avons élaboré une boîte à outils pour évaluer les assureurs systémiques, et dans l'étape qualitative de notre évaluation, nous l'appelons en fait, c'est la phase 3, c'est une étape quantitative, une étape qualitative après une étape quantitative que nous appliquons à la fois aux assureurs et aux réassureurs afin de nous insérer à l'interconnexion entre les réassureurs et les grands assureurs à partir d'une analyse de contagion. Et c'est une boîte à outils que nous avons trouvée très pertinente. Aujourd'hui, nous
sommes en train, nous allons émettre une recommandation au Financial Stability Board sur la façon dont les assureurs et les réassureurs doivent être considérés comme systémiques. Et donc le FASP prendra sa décision en novembre. Merci beaucoup pour ces explications. Table ronde, mais ne partez pas tout de suite parce qu'on est dans la technologie, on l'a dit tout à l'heure, rappelez-vous. Et donc, on a, avant que je conclue, on a quand même 2 questions qui vont s'afficher sur l'écran ici et on vous demande de choisir le 1, le 2 ou le 3. Donc, les entreprises sont-elles conscientes des cyber-risques? Oui, mais c'est encore insuffisant. 2, oui, elles sont bien préparées. 3, non, pas du tout. Alors, je vous laisse choisir, je ne vous dis rien. Appuyez sur vos boutons et on va regarder ce qui va se passer. On peut taper qu'une seule fois. Ah oui, d'accord. Oui, c'est encore insuffisant. Eh bien, on a du travail à faire dans la profession, je vois. D'ailleurs, ça me rappelle une étude que Deloitte a faite aussi, hein, et on pourra en parler sur les cyberrisques. On se rend compte que si 92% des sociétés interrogées sur l'Europe ont été victimes d'intrusion, 42% pensent qu'elles ne le seront plus. Donc voilà, c'est une parenthèse par rapport à l'étude du Deloitte, mais voilà. On va lancer la deuxième question, si vous permettez, pour avoir une idée sur la deuxième question. On peut la mettre en place, la deuxième question, ou il n'y a qu'une seule question? Non? Donc je pense qu'il n'y aura qu'une seule question dans ces cas-là. Très très bien. Ah voilà, ça y est. Ça t'apprend autre chose, ça. Le business des assureurs n'est-il pas justement de créer des nouveaux risques? Non, le business d'assureur, c'est de pouvoir répondre aux risques de ses clients et de pouvoir, avec l'historique et avec le passé et l'expérience qu'ils ont, mettre une tarification pour les nouveaux risques. Je pense que vous serez d'accord, Pierre, si je dis ça comme ça. Très très bien. Bon, pour conclure, en tout cas, merci au panel d'avoir participé et d'avoir éclairé vraiment sur ces éléments de risques émergents et de réglementation et de régulation. C'est très important. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que voilà. Il y a ces questions de sandbox aussi, dont on a beaucoup parlé, une certaine, vraiment très clairement une ouverture de manière à pouvoir écouter les assureurs et travailler ensemble. Sur ces risques émergents, je ne suis pas le seul, et je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus influentes que moi qui parlent de ça, mais je pense qu'il est en effet important de réfléchir au niveau en tout cas national sur le fait d'avoir un risque manager pays pour pouvoir parler de ces différents risques en termes généraux. Et ça, c'est une réflexion qu'on aura plus dans le détail plus tard, si vous voulez bien. En tout cas, merci pour le panel, merci à vous tous et à très bientôt.